Alors j'ai le plaisir d'appeler Emmanuel Rougier. Vous êtes directeur général de Smurfit Kappa, ainsi que Judicaël Hubert et François Letre de la société ETPAC. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Et je suis au regret de vous indiquer que Erwan Lepan, le directeur des achats de Saveol, a dû s'excuser en dernière minute. Bonjour, merci de me rejoindre. Je me suis entretenu avec lui de façon à pouvoir vous donner effectivement le message essentiel qu'il souhaitait partager avec vous ce matin. Donc soyez indulgents. Nous avons préparé ensemble les propos qui sont les siens et dont je vais me faire l'écho. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'interagir avec les représentants des sociétés Smurfit Kappa et puis ETPAC qui ont œuvré sur ces projets menés par Saveol. Alors, je vous propose effectivement peut-être de vous mettre de part et d'autre, comme la conférence est retransmise sur mysafia.com. Nous aurons comme ça une vision centrale. Merci. Alors, je commence effectivement par poser le décor et mettre en lumière la démarche menée par Saveol. Tout d'abord, Saveol, de quelle société parle-t-on ? On parle d'une coopérative, une coopérative qui produit essentiellement des tomates, mais aussi des fraises 100% cultivées en Bretagne, près de Brest, dans le Morbihan également. C'est une coopérative à taille humaine, 125 maraîchers. D'ailleurs, des maraîchers qui sont très impliqués dans le conseil d'administration. Saveol, donc on connaît effectivement pour ses tomates, pour ses fraises essentiellement. C'est moins connu, mais Saveol, c'est aussi des élevages d'insectes. Depuis 1981, la coopérative a intégré donc de longue date la protection biologique avec sa propre production d'insectes. Et donc, pourquoi souligner ce point ? Parce qu'au fond, la protection biologique est dans son ADN et c'est ce travail de fond qui a aussi permis de lancer des gammes sans pesticides. On va y revenir. Il y a 5-6 ans, Saveol s'est interrogé sur les différentes options. Alors Fabrice Pelletier nous a donné à l'instant quelques perspectives. Imaginez bien qu'il y a 5-6 ans, c'était vraiment encore plus compliqué. Est-ce que c'était le sans plastique ? Est-ce que c'était la recyclabilité ? Quelle option fallait-il prendre ? Il a fallu sonder au fond les attentes consommateurs, sentir ce que le marché demandait, et l'option qui a été prise, ça a été effectivement notamment d'aller vers le sans plastique qui s'est imposé avant même la loi AGEC. Et d'ailleurs, c'est un message effectivement qu'il est important de mettre en avant et qui va faire partie de notre analyse ce matin. C'est que bien avant finalement l'imposition du cadre réglementaire de la loi AGEC, qui, vous le savez, a demandé à supprimer le plastique selon plusieurs échéances, selon les types de formats, mais dès le 1er janvier 2022 et avec des échéances ultérieures pour certains formats. Bien avant la loi AGEC, Saveol a lancé une gamme sans pesticides et 100% carton. Donc ce sont les premiers produits là, que l'on voit en 2015, les premiers tests 100% carton. Alors, je me suis entretenu avec Erwan Lepan et qui est très clair. Le rendez-vous n'a pas été tenu, le rendez-vous avec les consommateurs. Ce fut plutôt un échec commercial. Et donc, la coopérative est revenue en arrière. C'est pour ça que vous voyez qu'effectivement, il y a eu tout un travail de réflexion, puis qui déjà dessinait des perspectives. On va y revenir notamment avec Emmanuel Rougier, vous le direz mieux que moi. Mais vous voyez, on est revenu vers une barquette carton, certes, mais avec un flow-pack. Donc retour du plastique. Et puis printemps 2020, c'est le lancement pour le coup d'une barquette 100% carton sur une gamme sans pesticides et également une gamme bio. Cette fois, le succès est au rendez-vous. Vous l'aurez compris, et on va en parler, la question de la visibilité des tomates est évidemment essentielle. Alors, la gamme depuis n'a cessé de s'élargir. Donc, voilà un aperçu effectivement de la gamme existante avec, vous le voyez, la gamme qui a été lancée au printemps 2020, qui est donc la gamme existante. Par rapport à la loi, en fait, elle répond à des exigences de sans plastique qui doivent être mises en œuvre en juin 2023. Donc, pour le coup,
Saveol a été particulièrement en avance sur ce sujet. Et puis les nouveautés 2022 qui viennent répondre à la conformité attendue par la loi AGEC en janvier 2022. Élargissement de la gamme, on détaillera le nombre de références, on rentrera dans le détail avec Emmanuel Rougier. Monsieur Lepant Erwan Lepant souhaitait souligner, c'est que la coopérative est à taille humaine, hein, c'est pas un grand groupe avec un service R&D très puissant. Et pourtant, pour avoir ce caractère pionnier, il a fallu mettre en place effectivement une méthode. Alors, je reprends son expression, mais il considère qu'ils ont avancé presque à marche forcée, c'est-à-dire que depuis 2019, les packs sont préparés en amont et les produits sont lancés sans série pré-test. Et donc, pour réussir se relever ce défi avec aucune marge sur les délais, c'est évidemment la qualité des partenariats que Saveol a avec Smurfit Kappa et puis que Saveol a avec ETPAC qui a été important. Un petit focus sur le design en fait, parce que vous l'avez compris, si le son carton s'impose, le risque c'est effectivement de voir un rayon fruits et légumes s'uniformiser. Donc comment se démarquer, comment se distinguer, comment être vu. Donc vous voyez qu'il y a eu tout un travail avec une agence en effet pour adopter un graphisme qui joue la carte de l'originalité et de la visibilité. Alors les perspectives pour l'année 2022, c'est un élargissement de la gamme bio, c'est ce qui est mis en avant. Alors notamment un élargissement sur d'autres légumes et d'autres fruits et légumes, poivrons, cerises et aubergines. Et puis, je n'ai pas les données en termes de volume, mais effectivement, il faut aussi relativiser en fait, le poids en termes de volume de ce dont on parle. Un produit évidemment très important pour la coopérative, c'est le format 1 kg, avec là encore du plastique, des films étirables. C'est le sujet d'actualité sur lequel travaille Saveol, avec la contrainte réglementaire qui doit être de juin 2023 sur cet aspect. Et donc la solution est en train d'être trouvée. Et c'est donc la perspective des prochains mois et des prochains lancements. Voilà pour la présentation que je me suis permis de faire en accord avec Erwan Lepant. Il s'excuse à nouveau pour cet empêchement de dernière minute. Et l'idée, c'est de prolonger cette présentation par les collaborations qui ont été effectuées avec les partenaires sur ce projet. Je me tourne tout d'abord vers Emmanuel Rougier. Emmanuel Rougier, donc, vous êtes le directeur général de Smurfit Kappa. La collaboration, elle a démarré en quelle année? Il y a 4-5 ans? Il y a 5 ans exactement. On s'est rencontrés tout d'abord sur un premier brief, au moment, vous l'avez vu tout à l'heure, de la boîte tout carton. Sur un premier brief, on était sur une barquette avec un flow pack. Ça a été une première collaboration de production assez simple. Et puis suite à cet échange, on a pu débriefer avec eux de ce qu'ils vivaient sur cette première boîte tout carton de 2015, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui n'avait pas été acceptée par les consommateurs, on peut le dire ainsi. Et puis de se dire, voilà, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Comment on peut comprendre votre trajectoire, où vous voulez aller, ce que vous souhaitez faire, comment vous voulez avancer vers demain? Et puis essayer de travailler, de se comprendre. Nous, comprendre le métier de la coopérative, les valeurs qu'ils transportent. Vous avez rappelé tout à l'heure les insectes. On a pu faire tout ce chemin qui était la stratégie de Saveol. Et puis de notre côté, pouvoir leur présenter ce que le matériau carton ondulé pouvait leur amener, comment on pouvait l'imaginer, un peu sortir des sentiers battus, sortir de ce qui avait déjà été fait et qui ne répondait pas, puisqu'il y avait une réflexion. Donc c'est comme ça qu'on a construit cette démarche. Emmanuel Rougier, je reprécise, vous êtes DG de Smurfit Kappa Colors and Consumer, c'est-à-dire la branche solution emballage consommateur en carton ondulé léger. D'ailleurs, 100% de la production est effectuée sur l'un des 5 sites UVC en France. Pour revenir à votre accompagnement et au questionnement, c'est comment on passe de l'ultra-transparence finalement à effectivement le tout carton et une visibilité réduite. Alors, dans la feuille de route qui a été partagée, qui a donné lieu à, j'ai envie de dire, un certain nombre de visions, ça nous a permis de fixer peut-être un cap qui était certainement très ambitieux il y a 5 ans, mais aussi de définir
les contraintes vers lesquelles il fallait passer, qu'elles soient au niveau marketing, donc pour la visibilité, mais c'est pas seulement cela. Avant cela, il faut que la tomate soit conditionnée, qu'elle passe par le centre de conditionnement, que ça réponde bien sûr à la protection du fruit, parce que c'est l'obligation, et puis la présentation in fine. D'où ces étapes, vous l'avez montré dans le graphe derrière. Il y a une étape avec du flow pack, donc d'abord la barquette carton, voir comment d'un point de vue industriel cela pouvait se fonctionner dans l'organisation Saveol, et puis ensuite passer aux étapes d'après avec certains tests consommateurs à l'époque, pour voir, voilà, en réduisant la visibilité, quelle était la perception du consommateur. Et donc ce travail-là, il a porté ses fruits. On est aujourd'hui à combien de références? Comment était déployé en fait le carton? Alors la première partie après cette étape Flowpack, qui était sur du tout carton uniquement sur la gamme sans pesticides, qui était très mise en avant par Saveol, a été un test et ça a été très bien reçu par les consommateurs, ce qui a vraiment encouragé la démarche, nous a appris aussi à développer un modèle de collaboration autour de leur fonctionnement industriel, les besoins du marketing et les attentes des consommateurs, pour pouvoir construire une plateforme. Et sur cette plateforme, nous avons pu développer les différentes gammes. On va du 250 grammes jusqu'au 750 grammes aujourd'hui. Et c'est combien de références à peu près? C'est une cinquantaine de références aujourd'hui. Une cinquantaine de références. Et sauf erreur, il y a différents types de coiffes. Et c'est souvent d'ailleurs la complexité de ce type de sujet, c'est la coiffe. Tout à fait. Alors en fonction des fonctionnalités et des typologies de produits, et là, TPAC a joué aussi sa partie. Il y a des emballages monopièces et des emballages multipièces, c'est-à-dire qu'on vient ramener un couvercle sur une barquette déjà formée, ce qui permet la flexibilité, encore une fois, de s'adapter à la fois au contenant, au produit, mais également au process chez Saveol. Le rôle de la marque, en fait, comment vous le situez, comment il est pris en compte justement dans la conception de cet emballage? Il est extrêmement important. Il y a j'ai parlé beaucoup de l'exécution et j'ai envie de dire de l'utilisation, mais au préalable, effectivement, il y a la perception du consommateur, le positionnement de la marque, et donc tout ce travail que vous avez souligné tout à l'heure sur les ouvertures, la visibilité, comment on trouve une identité qui fonctionne avec le matériau, et puis la déclinaison également avec tout ce qui est impression. Sur l'emballage, comment on veut communiquer, comment on utilise. C'est la force du carton, c'est qu'on offre une grande surface et qu'on peut imprimer l'intégralité de l'emballage. Erwan Lepant souhaitait souligner une forme de réactivité. C'est vrai que le train de lancement est extrêmement rapide, ça donne effectivement un caractère pionnier à la coopérative. Mais comment vous fonctionnez pour effectivement élaborer les packs avant et du coup de lancer sans pré-série? Quelle est la méthode? C'est pour ça qu'il est important de souligner le partenariat, c'est qu'il y a une équipe pluridisciplinaire chez Saveol, bien sûr le marketing, les opérations, regarder toute la partie faisabilité. Et puis ensuite, de notre côté, on a également des équipes pluridisciplinaires pour répondre à l'agence, pour travailler sur la faisabilité des attentes de l'agence. Donc voilà, on a une équipe vraiment, c'est à peu près une dizaine de personnes, 5 de leur côté, 5 d'une autre, qui collaborent très régulièrement. Donc on travaille sur des échantillons en permanence, j'imagine. En permanence. Voilà, c'est un échantillonnage permanent. Exactement. Entendu. Emmanuel Rougier, merci déjà pour cet éclairage. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Je me tourne vers la société ETPAC. C'est donc le volet mécanisation. Vous avez œuvré avec Saveol effectivement à mettre en place les matériels qui permettent d'effectuer ces conditionnements. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails de quand a débuté la collaboration et puis qu'est-ce que vous avez mis en place? Écoutez, la collaboration, elle a débuté au même moment que Smurfit, c'est-à-dire qu'on a été intégré très tôt dans la démarche de Saveol. L'objectif, c'était de la même manière d'être apporteur de solutions. On savait que pour Saveol, c'était un gros pas à franchir, pour le marché en général d'ailleurs. C'était votre première collaboration sur ce marché-là? Alors à l'origine, c'était une affaire d'hommes, puisqu'on avait des relations entre hommes depuis de nombreuses années. C'était aussi, c'est ce qui est un peu le cas pour Smurfit également, une affaire de proximité géographique. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a été un petit peu moteur et qu'on a pu être acteur sur ce sujet-là. Oui, c'est ça. Il faut souligner que votre site est tout près de Saveol. Complètement à quelques kilomètres. Donc voilà, notre rôle, ça a été vraiment d'apporter des solutions et de pouvoir leur donner aussi confiance dans ce pas, dans cette avancée pour eux, puisque le plastique est un outil pour l'univers des fruits et légumes depuis plusieurs dizaines d'années. Bien sûr. Donc c'était une prise de risque. L'idée, c'était de les conforter
et de leur apporter rapidement des solutions techniques efficientes, basées sur des machines que nous, on connaît et qu'on fabrique depuis de nombreuses années, avec des adaptations propres à leur secteur d'activité. Alors, Judicaël Hubert, vous êtes technico-commercial et c'est le cas aussi de votre collègue François Letreuse. Je me tourne vers François. Peut-être qu'on peut parler, quels sont les matériels qui ont été mis en place? C'est des fermeuses, des plieuses décrivez un petit peu ce qui a été les machines. Alors en fait, par rapport aux différents concepts qu'on a pu voir à travers le rétroprojecteur, on a proposé, nous, comme disait Judicaël, des solutions standards pour les différents concepts qui sont une barquette avec un couvercle attenant. Donc là, on propose une machine qui s'intègre dans le process du client où on mécanise la mise en volume de la barquette. On gère la partie dosage et cadencement des boîtes sous les têtes de dosage du client. D'accord. Et ensuite, on se retrouve derrière sur une machine en ligne qui permet la fermeture du couvercle par collage. D'accord. Et il y a qu'un type de couvercle ou j'avais cru comprendre qu'il y avait plusieurs types de coiffes. Ouais, il y a plusieurs types de coiffes. Il y a une barquette avec un couvercle attenant classique qui a un collage sur le frontal. Mais il y a également une barquette avec ce qu'on appelle, nous, 3 rabats. Donc c'est une autre technologie, une autre mise en œuvre pour la fermeture justement de la barquette. Et après est venu le concept barquette plus coiffe, où là on a l'association de 2 composants, emballage plus une coiffe qui vient se positionner sur le produit. Et donc des adaptations sur vos matériels ont dû être faites, c'est-à-dire que là c'est un peu du sur-mesure, surtout quand c'est un caractère comme ça pionnier quoi, sur le marché. Alors en réalité, nous, notre objectif, c'était de proposer et de répondre à partir du brief avec des solutions standards et intégrables surtout dans le process du client de Saveol. Et donc on est vraiment sur des machines standards qu'on a adaptées par rapport à la notion de visibilité produit et la contrainte entre guillemets, contrainte de fenêtre. Parce que dans la solution de mécanisation, on a de l'appréhension, on a toute une table d'échange qui a été faite également avec Smurfit et Saveol pour trouver des solutions et adapter une machine standard. Flexibilité et évolution possible. Évolution possible, ouais. Donner un maximum de capacité d'aller sur d'autres concepts demain. Et donc Erwan Lepant, je me tourne vers Judicaël, je reviens sur la qualité du partenariat, me disait qu'effectivement, voilà, vous installiez les machines et quelque part, le lancement était fait dans la foulée. Cette réactivité-là, comment vous l'avez gérée? Disons que ça a été à tous les niveaux de notre société et en partenariat avec le cartonnier, c'est-à-dire qu'on s'est organisé pour que nos différents circuits, nos circuits d'études, nos circuits d'achat, de fabrication et de mise en route soient raccourcis. Pourquoi? L'objectif, c'était d'être au rendez-vous pour les débuts de production, parce que comme on le sait, on est sur un produit fruits et légumes qui a une certaine période de lancement dans l'année. Oui. Donc on s'est organisé, nous, en interne et à nouveau en partenariat avec notre cartonnier pour être le plus rapide possible, pour monopoliser nos ressources dans ce sens et être... Et ça veut dire quoi alors, être le plus rapide possible? Ça se joue en combien de temps à peu près? Alors aujourd'hui, on a réussi à réduire le cycle de l'affaire à environ 3 mois. Et oui, effectivement, c'est extrêmement rapide. Donc, une partie de notre atelier a été retravaillée dans notre nouvelle usine sous un mode Kaizen pour pouvoir encore être plus réactif sur les campagnes à venir. Puisque un de nos objectifs, bien évidemment, tout comme Saveol, c'est de faire perdurer le partenariat et si la situation évolue toujours dans le même sens, de continuer à l'équiper. Voilà, on a vu effectivement qu'il y a des perspectives à venir compte tenu des prochaines échéances sur les lancements. Merci pour ce témoignage sur votre collaboration avec Saveol. Et je me retourne vers Emmanuel Rougier. D'une certaine façon, cette expérience pionnière illustre effectivement ce que vous pouvez faire, mais évidemment, le cadre de la loi AGEC fait que désormais tous les opérateurs sont concernés. Comment se joue l'approche que vous pouvez avoir justement avec d'autres intervenants du marché? Alors sur le rayon fruits et légumes ou peut-être plus largement. En tout cas, essayons d'avoir une vision plus globale. Alors effectivement, le rayon fruits et légumes est le premier concerné. Pardon, je prends un petit peu. On va prendre une petite bouteille d'eau. Prenez le temps de effectivement boire un peu d'eau.
Et je vous redonne la Excusez-moi. parole. Avec plaisir. Effectivement, avec la loi AGIEC, c'est un sujet extrêmement d'actualité depuis 12 mois, où beaucoup de choses sont à faire, beaucoup de questions se posent. On vient d'un monde, vous le rappeliez tout à l'heure, où le plastique, pendant plusieurs décennies, a été la référence et le standard. Le carton offre de nouvelles perspectives par rapport à ce que l'on peut proposer, mais repose aussi un certain nombre de questions sur, bien sûr, la protection du fruit, sur les fruits et légumes, pardon, sur la conformité réglementaire, parce que il faut respecter la fragilité, et puis sur comment on veut se positionner par rapport à ce qu'on faisait avant. Est-ce qu'on avait un film qui était imprimé, pour ne citer que cela? Est-ce que demain on veut une étiquette? Est-ce qu'on veut que le carton lui-même soit, comme dans le cas de Savéol, porteur des valeurs de la marque et de tout ce qui est dessus? Donc voilà, il y a tout un accompagnement qui est construit autour de cela, donc avec des plateformes de développement chez nous. Alors, en sachant que, compte tenu effectivement des applications fruits et légumes, on attend là du carton de protéger le fruit et légumes. On ne recherche pas des propriétés barrières à l'oxygène ou voilà. Sur d'autres applications, si on sort du rayon fruits et légumes, comment vous voyez les perspectives? Sur quoi vous travaillez pour que effectivement le carton puisse aussi aller chercher des fonctionnalités qui sont pour l'instant dévolues au plastique? Alors, avant d'aller chercher les fonctionnalités dévolues au plastique, qui, ça a été rappelé par M. Pelletier tout à l'heure, a une fonctionnalité barrière que le papier aujourd'hui ne saura pas aller chercher. Il y a beaucoup d'alternatives sur lesquelles on peut travailler, puisqu'aujourd'hui, avec les solutions carton, on peut être en contact avec des contacts gras, humides. On peut avoir des propriétés pour le passage au four, le passage au micro-ondes. Donc on a déjà beaucoup de choses que l'on peut développer avant d'aller travailler sur la partie sous atmosphère et fonction barrière. Donc il y a encore beaucoup de possibilités sur le site de Carquefou qui est en pointe sur ces sujets. Ça fait une vingtaine d'années que l'on travaille toutes ces solutions, avec un certain nombre, toute une chaîne bien sûr, en termes de fourniture de matière, en termes de conception et en termes d'approche produit pour les clients. Et quels sont les marchés, les applications où vous voyez des perspectives intéressantes? On va parler de la pâtisserie par exemple, qui a déjà beaucoup migré, mais c'est pas fini. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Pâtisserie, biscuits, c'est un peu aussi le retour à l'histoire. On est dans la région Bretagne où il y a beaucoup de biscuits. Et la fibre était extrêmement utilisée par le passé, a un peu disparu au profit du plastique. Et bon, il y a une forme de retour avec des solutions bien sûr beaucoup plus évoluées aujourd'hui. Entendu, merci Emmanuel. Je me retourne vers Judicaël et François. Allez, on essaye d'élargir les nouvelles applications, justement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre actualité en la matière? Alors l'actualité du moment, c'est de rester, je dirais, un acteur référent dans l'univers des fruits et légumes. On sait qu'il y a d'autres familles de produits que la tomate qui vont je dirais, intégrer la loi AGEC. Donc l'objectif, c'est évidemment de pouvoir bénéficier du backup que l'on a sur le sujet, mais aussi de continuer à faire évoluer nos machines pour répondre à de nouvelles demandes, parce qu'on sait qu'il va y avoir de nouvelles demandes. On a parlé de couvercle attenant, on a parlé de coiffe en U. Il y a encore des choses, nous, dans nos tablettes. Il y a aussi encore des choses dans les tablettes des cartonniers. L'idée, c'est à nouveau le partage et de proposer encore de nouvelles choses. Également, et je pense que ça va être une des cibles et de nos clients, enfin des industriels, et peut-être aussi des attentes au niveau des clients finaux, c'est la réduction de certains consommables. Je pense à la colle, par exemple, qu'on utilise quand même à un moment pour fermer nos boîtes. Donc nous, on a des pistes de réflexion sur cette réduction de consommables aussi. Avec quelle piste, enfin, sans rentrer dans le détail, mais alors, comment se passe de la colle? Il y a des solutions pour fermer les boîtes de clipsage. Voilà. On est principalement sur des choses de cet ordre-là. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, puisqu'il faut quand même que les boîtes soient inviolables. Dans ce secteur d'activité, c'est primordial. Voilà, donc ça, c'est une piste. De nouveaux marchés, des nouvelles familles. Et puis, comme le disait mon homologue, on est sur aussi carrément d'autres familles, en effet, essentiellement la biscuiterie. Ah oui. Aujourd'hui, sur la création de nouvelles barquettes cloisonnées pour que l'on puisse remplacer, je prends le cas les barquettes aujourd'hui plastiques sur des familles comme les produits cookies, par exemple. Ah oui, d'accord. On connaît tous. Voilà, on a de nombreuses réflexions là-dessus. Et sur du 100% sans plastique, pour le coup? 100% sans plastique, oui. D'accord. François, quelques mots sur les nouvelles applications? Non, Judicaël l'a dit, aujourd'hui c'est vrai qu'on a nous au cœur de notre stratégie industrielle l'objectif d'anticiper les besoins et les attentes du marché.
à travers donc, de la réflexion vers des développements de nouvelles machines, comme disait Judicaël, et tout en restant dans des solutions standards adaptables et évolutives. Entendu, c'est clair. Merci pour vos réponses. Je me tourne vers la salle. C'est le moment, effectivement, de vous manifester, de pouvoir échanger avec nos experts de ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si pas de questions... Oui, là-bas, si une question, merci de vous présenter avant de poser votre question. On vous écoute. Bonjour, Clément Lestignac, Fédération Self-Adhésive. J'ai une question sur le contenu en matière recyclée de vos cartons. C'est que du virgin ou il y a un pourcentage, un objectif de pourcentage à l'avenir? Alors, le sujet, on a les deux. Hein, on est un groupe intégré, on fait du craft et du recyclé. Aujourd'hui, les applications, elles vont être principalement pilotées. On va parler là des fruits et légumes, par les réglementations. C'est-à-dire face à quelle réglementation je dois me conforter. Donc en fonction, là si on parle de la tomate, typiquement, on est sur le niveau le plus simple en termes de réglementation. Donc on peut être sur du 100% recyclé, il n'y a pas de problème. À l'état actuel de l'art, j'entends, parce que la réglementation évolue très vite. Aujourd'hui, on va faire évoluer cela, donc le contenu, et puis après il y a le choix de la marque, comment elle veut se positionner par rapport à cette réglementation. Saveol avait clairement fait le choix au lancement d'être avec du craft, parce que c'était important pour eux. Merci pour cette réponse. Une autre question dans la salle. Oui. Alors, excusez-moi, je ne vois pas bien avec les... pardon, madame, présentez-vous avant de poser votre question. Bonjour, Florence Fenstra, Retail for Change. Je travaille sur le réemploi des contenants sous l'angle consommateur. Donc là, vous avez beaucoup parlé effectivement de carton, de problématiques de visibilité. Je me posais la question si le carton et comment il pouvait être un matériau intéressant pour imaginer du réemploi de contenants pour le consommateur. Alors effectivement, bonne question. Alors on va parler du réemploi tout à l'heure, mais effectivement c'est des contenants inox. Alors sur le carton, Emmanuel? Alors sur le carton, tout va dépendre de ce qu'on va lui mettre dedans. Si on est sur quelque chose de sec, j'ai envie de dire qu'il va bien s'y prêter. On peut l'utiliser 2, 3 fois, 4 fois en fonction de l'utilisation. Après, aujourd'hui, la demande du réemploi dans le carton, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément la demande. On a beaucoup de demandes, et là je vais faire le parallèle avec tout à l'heure avec le e-commerce. Là par contre, oui, les fonctions de retour, d'être capable de retourner le produit, là il y a énormément de demandes et de sollicitations. On travaille également sur des fonctions de réemploi, mais aujourd'hui, ça va beaucoup dépendre des produits qu'on va vouloir mettre dedans. On n'aura pas la flexibilité que va pouvoir avoir un bocal en verre que j'ai pu voir tout à l'heure, parce que ça peut être humide, ça peut être sec, peu importe, le bocal va jouer son jeu. On devra être beaucoup plus spécifique dans le cadre du réemploi. Merci pour votre réponse. J'en profite parce qu'effectivement, c'est vraiment une perspective, j'imagine, qui doit vous faire écho, ces évolutions des circuits de distribution tels que les a décrites Fabrice Pelletier. Sur le e-commerce, en fait, vous êtes en train d'imaginer effectivement des contenants qui répondent à ces nouvelles exigences logistiques? Complètement. Donc le point de départ, je le rappelle, c'est toujours la présentation et surtout l'intégrité du produit. Ça, pour le primaire, pour nous, c'est le point de départ. Et puis ensuite, va venir avec le système de e-commerce la fonction entre ce primaire et le secondaire, la caisse ou la solution de transport, le sac, que sais-je, et de voir comment cette intégrité va être préservée et comment l'adéquation des deux peut rendre le service attendu pour le produit. Et que penser de la recyclabilité justement de ces contenants utilisés pour le commerce? Quand je dis la recyclabilité, c'est effective, quand on sait que les usages des consommateurs ne sont pas forcément toujours en adéquation avec ce que l'on pense. Alors la filière carton dans laquelle nous sommes a aujourd'hui un taux de collecte qui est vraiment extrêmement bon, puisque si on regarde la totalité des cartons produits, la majorité fait partie du circuit logistique, donc s'arrête au point de vente et est donc très bien collecté. Et puis ensuite, on voit que jusqu'au consommateur, aujourd'hui, tout ce qui est papier, carton est extrêmement bien trié, sélectionné, puisque le taux de retour est au-delà de 90% aujourd'hui en France. Merci pour cette précision. Il y avait une autre question dans la salle. Oui, monsieur, présentez-vous. Oui, bonjour. Nasser Seni du CTIFL, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. J'ai deux questions. La première, c'est tout à l'heure, vous parliez des adaptations à faire au niveau de la conception pour avoir des solutions, pour
pour conditionner des solutions dites AGEC compatibles. Quelles sont ces adaptations et en clair, est-ce qu'il faut adapter les lignes de conditionnement existantes ou est-ce qu'il faut réinvestir dans de nouvelles lignes? Alors c'est une très bonne question, effectivement. Alors la question d'investissement, on aurait aimé en discuter avec Monsieur Lepant, mais en tout cas, effectivement, c'est déjà une très bonne question. On réserve votre prochaine question, on répond déjà à celle-ci et je vous redonnerai la parole. Alors, est-ce que c'était des adaptations ou des nouvelles machines, François? Aujourd'hui, nous, quand on travaille les projets et les implantations avec les clients, l'objectif, c'est de proposer des solutions qui s'intègrent vraiment sur les lignes, sans chambouler et avoir à investir éventuellement dans une autre ligne. Donc c'est vraiment la notion de s'intégrer dans un process existant et d'avoir la notion, par exemple, sur une machine, d'être capable de faire du bypass pour y intégrer derrière une flow pack, le temps de faire la transition vers un emballage et une ligne 100% carton. C'est très clair. Judicaël, une précision là-dessus? En effet, il faut comprendre qu'il y a eu, chez beaucoup d'acteurs de ce marché, la nécessité de faire cohabiter, et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, de faire cohabiter les deux modes de production, c'est-à-dire la barquette plus mise sous film et le carton. Donc ce qui était important, le prix du mètre carré étant quand même très élevé, l'objectif c'était en effet de pouvoir maintenir les deux dans le moins de surface possible, tout en sachant qu'il y a de fortes chances que la partie plastique disparaisse des ateliers et puisse permettre aux industriels de regagner de période de transition. Voilà. En effet, Judicaël. Emmanuel, un complément? Non, effectivement, la question est très pertinente parce que au-delà du choix et de comment je vais présenter mes produits, et c'était aussi dans le cadre du projet qu'on a mené avec Saveol, de dire comment tout cela va fonctionner, parce qu'il y a une vraie opération de production ou en tout cas de conditionnement qui doit être faite, quel impact ça peut avoir. La réponse unique serait trop simple, il n'y en a pas. Effectivement, ce qu'on observe, c'est ce que mes collègues de TEPAC répondent, c'est-à-dire qu'il y a une transition qui se fait souvent. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser dans ce qu'on a déjà en équipement et comment on transitionne en fonction du choix qui est fait par l'opérateur. Voilà, période de transition. Votre deuxième question, monsieur? Ma deuxième question, c'est sur le carton, justement. Il y a une forte demande, du coup, lorsqu'on passe du plastique vers le carton. Est-ce qu'il y a un problème d'approvisionnement? Et on voit que les prix aussi qui commencent à flamber. Et ma question, c'est qui va absorber ce surcoût, en fait? Alors peut-être déjà préciser effectivement l'évolution des prix, parce qu'on est dans un contexte d'inflation généralisée, les crises des matières premières, crise énergétique exacerbée. Encore hier, en fait, les entreprises agroalimentaires bretonnes ont publié un communiqué de presse tirant la sonnette d'alarme. Les négociations commerciales avec les distributeurs n'ont pas répondu aux attentes des industriels. En moyenne, une hausse de 3% quand les demandes étaient presque de 2 chiffres, autour de 10%. Le carton, Emmanuel, oui, fait partie de l'équation, comme d'autres, mais fait partie de l'équation. Les prix ont largement augmenté ces derniers mois. Les prix ont très fortement monté. On est dans deux. Il y a deux phénomènes qui se cumulent là, à l'heure que je vous parle. Le premier phénomène étant celui du post-Covid ou du Covid qui a fortement sollicité nos supply chains en termes de vente à distance et donc de demande d'emballage supplémentaire. Donc très clairement une forte demande à l'échelle européenne, c'est ce qu'on a pu mesurer sur 2021. Et puis une forte tension donc, sur les usines les papeteries, je vais y arriver, qu'elles soient craft ou recyclées. Nous-mêmes avons dû investir dans une nouvelle papeterie l'année dernière pour faire face à la demande et soutenir nos clients. Sur quel site? En Italie. En Italie, oui, une acquisition complémentaire pour développer nos capacités en papier recyclé. Donc oui, la tension reste importante. Elle n'est pas uniquement française et elle n'est pas uniquement liée à cette transition des emballages fruits et légumes, entre autres, vers le carton. Il y a une demande au global qui est plus Et quelles forte. sont les perspectives, Emmanuel? Est-ce qu'on en a Là, c'est la question à 100 € aujourd'hui avec le contexte actuel. On est sous très forte tension, comme les industriels de l'agroalimentaire, sur le coût de l'énergie. Ça, c'est une très grosse composante de nos papeteries. Donc là, on est, ce que vous pouvez lire dans la presse, on est exposé de la même manière. Et puis, la demande qui reste très forte à l'intérieur de l'Europe.
Les conséquences de ce qui se passe actuellement sont encore très difficiles à mesurer, à chiffrer entre des limitations de fourniture et une baisse de la demande peut-être à certains endroits en Europe. C'est encore assez compliqué. Ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin, nous aussi, en plus de l'énergie, du blé pour coller les papiers, et qu'on va être sous une forte tension dans les prochaines semaines, mois. Des éléments à prendre en compte, en effet, dans les arbitrages des entreprises. Nous avons le temps pour une nouvelle question. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, demandes de précision? Profitez-en. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres demandes, je vous propose d'applaudir chaleureusement nos intervenants. On vous remercie pour effectivement votre témoignage, avoir illustré la collaboration entre TEPAC et Saveol, la collaboration entre Smurfit Kappa et Saveol. Merci à vous.